Tamaqui Kanata s'est réincarné en Goburu, le gobelin le plus faible, après une mort tragique. Cependant, Goburu a conservé les souvenirs de sa vie antérieure et une évolution inhabituelle, et il est devenu assez fort pour gagner des bonus de statut en mangeant. Tout commence par une nuit sombre et nuageuse. Ce n'est pas une nuit comme les autres, car la lune noire prend la vie d'un humain très fort, Tamaqui Kanata. Une femme le poignarde à plusieurs reprises avec un couteau. Essayant de s'assurer de sa mort, Tamaqui repense à la vie qu'il a vécue avant ce moment. Il admet que son nom n'a plus d'importance à ce moment-là, mais il sait que cette nuit sera le dernier jour de sa vie. La jeune femme insiste sur le fait qu'elle va le tuer. Elle l'appelle par son nom et lui dit qu'il va mourir. Personne ne se fait poignarder de cette façon sans frapper à la porte du paradis, et même Tamaqui n'y survivrait pas. Cependant, c'est un choc pour lui le lendemain quand il réalise qu'il est vivant. Oups, il n'est plus vivant en tant qu'humain. C'est le premier jour de la renaissance de Tamaqui, et, en ouvrant les yeux, la première chose qu'il voit est un animal vert et laid, enfin un gobelin, dont il sera aussi. Le gobelin aîné le regarde et réfléchit au nom à lui donner. Il avait autrefois nommé un autre gobelin, né ce jour-là Gubkichi. Il ne peut donc pas donner le même nom à Tamaqui, et, par conséquent, il lui donne le nom de Gobru. Tamaqui, enfin maintenant Gobru, est tellement déçu. Pourquoi cet homme lui donnerait-il un nom aussi peu recherché? Il ne peut même pas bouger son corps ni ses jambes. Mais il sait qu'il est encore en vie pour le moment, et si c'est une seconde chance, il l'acceptera volontiers. Il referme les yeux et se réveille le lendemain, son deuxième jour de renaissance. Il regarde autour de lui et voit plusieurs enfants verts et laids. Je me demande pourquoi il les condamne sans se rendre compte qu'ils leur ressemblent. Quand il regarde ses mains, il confirme ses soupçons, il est comme eux. Veut-il dire qu'il a été réincarné en gobelin? Cette réalité ne lui cause que des larmes. Il hurle parce qu'il est faible et impuissant dans l'état où il se trouve. Finalement, ses larmes sèchent et le lendemain, il se réveille plus fort. Il peut maintenant marcher et il confirme que les gobelins grandissent vraiment vite. Le vieux gobelin revient et leur donne un repas. Puis leur dit que ce sera le dernier repas qu'il leur offrira et que, dès le lendemain, ils devront trouver leur propre nourriture. Le lendemain, le troisième jour, Gobru sort de la grotte et voit le soleil. Pour être honnête, c'est vraiment un plaisir d'être en vie, même s'il n'a peut-être pas le type de vie qu'il voulait et le genre de vie qu'il menait avant. C'est une seconde chance et il se promet que cette fois, il survivra. Il ne sait même pas comment trouver de la nourriture et il constate que le soleil et l'atmosphère sont différents. Ce n'est pas le genre de vie auquel il est habitué et il a besoin d'un partenaire pour s'y retrouver. Il regarde son dos et il voit un autre bébé gobelin, Gubkichi. Il appelle Gubkichi et lui demande s'il essaie aussi de trouver de la nourriture. Il décide de s'associer à Gubkichi pour qu'ils puissent trouver de la nourriture ensemble, pas pour une autre raison, mais pour qu'ils comprennent comment le monde fonctionne vraiment maintenant. Il cible un lapin et Gubkichi le poursuit pendant qu'il saute du haut de l'arbre et tue le lapin. Il réalise que sa technique avec Gubkichi n'est peut-être pas aussi inutile qu'il le pensait. Un jeu de poursuite et de mise à mort lui facilitera vraiment l'accès à la nourriture. Avant qu'il ait pu reprendre son souffle, Gubkichi s'est approché du lapin pour le manger. Il se met en colère contre lui et le frappe en lui disant qu'il n'a pas le droit de manger seul le repas qu'ils ont attrapé ensemble. Après avoir donné une leçon à Gubkichi, il va vers le lapin et prend sa corne immédiatement. Il reçoit une notification indiquant qu'il a obtenu une petite corne de lapin. Il se demande s'il pourrait utiliser la corne comme arme pour sa prochaine prise. Il partage le repas avec Gubkichi, qui mange joyeusement les larmes aux yeux. Le jour suivant, jour 4, il part chasser avec Gubkichi. Après que Gubkichi ait chassé le lapin, il a sauté de l'arbre et a poignardé le lapin avec la corne qu'il avait prise la veille. Ça marche vraiment bien pour lui, car le lapin est mort dès la première attaque. Il prend ensuite la corne du lapin et reçoit une autre notification indiquant qu'il a obtenu une corne moyenne. Il partage le repas avec Gubkichi et, en le regardant manger, il reçoit une notification, il a acquis la compétence nommée évasion. Il fait le lien avec sa première vie, réalisant que, comme dans sa première vie, il possède la compétence magique appelée absorption. Grâce à l'absorption, il pouvait tout manger sans se blesser. Au lieu de ça, il obtenait toutes les compétences et pouvoirs de l'animal qu'il avait mangé. Il est content, car il sera plus facile d'utiliser les compétences ici. Après tout, plusieurs monstres rôdent et il peut réellement obtenir des points et des compétences grâce à eux.
Il retourne à sa grotte avec Gubkichi pour manger la corne qu'ils ont obtenue ce jour-là, et, pendant qu'ils mangent, l'un de leurs compagnons gobelins, Gobmi, une femelle, vient à leur rencontre, choquée qu'ils mangent des cornes de lapin. Elle lui dit qu'il est génial et que, d'après ce qu'elle sait, il est impossible pour eux de manger des cornes de lapin, car ils risqueraient de se blesser. Elle lui dit qu'il est extraordinaire, et Gubkichi devient jaloux et lui demande si elle pense la même chose de lui, mais elle répond que non. Pour essayer de la chasser, Gobru a invité Gobmi à leur prochaine chasse. Malheureusement, il pleut le lendemain, le 5e jour, et il n'a pas pu aller chasser. Le jour suivant, le 6e jour, il part à la chasse et emporte un métal pour le tailler en arme. Pendant cette rencontre, il voit des femmes qui ont été retenues captives et, pour des raisons qui lui sont propres, il ressent de la douleur pour elles. Le lendemain, le 7e jour, il commence à tailler son arme dans le métal. Ce faisant, le vieux gobelin qui lui avait donné un nom sans effort, Gobiji, vient le rencontrer, appréciant sa grande capacité et lui disant que s'il continue comme ça, il pourrait monter de niveau rapidement. Il lui demande s'il connaît son grade actuel et lui dit de se tapoter la tête pour le découvrir. Quand il se tape la tête, il se rend compte qu'il est au niveau 86. Gobiji l'informe que s'il atteint le niveau 100, il pourra passer au niveau supérieur, mais seuls quelques gobelins y parviennent dans un délai aussi court. En s'éloignant, Gobiji les informe que le lendemain, les gobelins plus âgés, qui sont des hobgoblins, reviendront de leur voyage en ville pour chercher de la nourriture et il est impatient de voir ce qu'ils rapporteront le 8e jour. Le 8e jour, Gomi, la nouvelle amie de Gobru, l'aide à chasser les serpents pourpres de la forêt. Avec une stratégie d'attaque de tous les côtés, Gobmi lance d'abord une pierre sur les serpents depuis la cime d'un arbre, suivi de Gubkichi, qui utilise un bâton en bois pour frapper les serpents qui s'approchent, avec Gubkichi qui se bat en première ligne, Gobmi qui assure leur soutien et Gobru qui se bat à mi-distance. Le groupe chasse facilement des serpents et même une bande de ratons laveurs. Une fois la chasse terminée, les 3 gobelins écaillent immédiatement les peaux de serpent et savourent cette délicatesse fraîche qui se compare au paradis littéral. Gobmi se met à pleurer, car elle n'a jamais rien mangé d'autre que les vers offerts par Gobiji. Elle est donc très reconnaissante envers Gobru de l'avoir accepté dans son équipe. Gobru mord dans le serpent, ce qui déclenche une notification du système l'informant qu'il a débloqué 5 nouvelles compétences, dont la thermographie, le poison, la résistance au poison, la localisation et le mauvais œil. Ayant acquis ces compétences, Gobru réalise que le serpent devait être un monstre de haut niveau, ce qui le réjouit de l'avoir tué. Gubkichi demande poliment à Gobru de le laisser manger la tête du serpent. Cependant, Gobru ne le laisse même pas y toucher, affirmant que la tête est empoisonnée, et il procède à la manger lui-même. Pendant les 2 jours suivants, Gobru continue sa chasse habituelle et prépare davantage de matériel de chasse avec l'équipe. Ils deviennent tellement confiants en leur capacité qu'ils commettent l'erreur d'explorer des grottes. Heureusement pour eux, ils parviennent à échapper de justesse à un essaim de chauves-souris enragés, juste avant de s'échapper de la grotte. Gubkichi montre son nouveau bouclier et l'utilise comme un tank pour protéger Gobru, le principal épéiste de leur groupe, qui commence à abattre les chauves-souris, démontrant ses compétences, puis utilise son pouvoir d'œil maléfique, immobilisant toutes les chauves-souris en plein vol. Grâce à leur courage insensé, ils exterminent heureusement toute la grotte à chauves-souris et commencent à les manger. Leur appétit est littéralement hors du commun. En mangeant les chauves-souris, Gobru débloque de nouvelles compétences appelées écolocation, vampirisation et vampilia. Il est donc satisfait du résultat de la chasse d'aujourd'hui. Les autres gobelins du village de Gobru commencent à être jaloux de voir les 3 se régaler de telles friandises alors qu'ils survivent à peine en mangeant des vers. Pourtant, ils n'osent bon pas demander à Gobru de leur donner de la nourriture et continuent de regarder, la bave aux lèvres. La 12e nuit, les 6 gobelins jaloux d'avant décident d'attaquer Gobru pendant son sommeil, car s'il meurt, ils auront toute sa nourriture, n'est-ce pas? Faux! Ça ne marche pas comme ça. Qui va fournir la nourriture si le fournisseur est mort? Les gobelins sont stupides. Qu'est-ce que tu peux y faire? Quoi qu'il en soit, Gobru ne se laisse pas faire, car il sent leurs mauvaises intentions grâce à sa compétence de recherche et les bat tous les 6 à lui seul. Gobmi, réveillée par cet engagement soudain, réalise ce qui se passe. Alors elle rejoint Gobru et tente même de prendre la vie d'un de ses frères. Heureusement,
Gobru l'arrête à temps et la calme, en lui disant qu'ils ont déjà retenu la leçon. Le lendemain, Gobru et son équipe attaquent un orc qui ne s'occupe de rien et l'éliminent brutalement, ce qui lui permet d'acquérir des compétences d'orc comme la libido, la langue orc, et la détection et l'analyse. Juste après, ils repartent à la chasse. Et cette fois, Gobru offre toute la nourriture à la maison des gobelins pour les rallier à sa cause. Après avoir aidé les plus démunis dans ce nouveau monde, Gobru ressent une étrange satisfaction et dort enfin d'un sommeil réparateur pour la première fois. Cependant, le système ne le laisse pas dormir et l'informe en plein sommeil qu'il est en train d'évoluer vers une nouvelle forme appelée Hobgoblin. Grâce à cette évolution, Gobru reçoit la bénédiction du grand dieu de la disparition et de l'origine. Cependant, il ne remarque pas ce qui est écrit à l'écran et continue de dormir, à cause de cette évolution. Donc, quand il se réveille le lendemain matin, sans savoir ce qui s'est passé, il se trouve beaucoup plus grand qu'avant et découvre également que Gobkichi a lui aussi évolué en Hobgoblin, voyant qu'ils atteignent tous les deux l'âge adulte en seulement 14 jours. Même Gobaji est stupéfait et se demande comment ils ont pu progresser autant en si peu de temps. Gobru propose à Gobkichi d'aller chasser pour tester leur force suite à leur transformation. Cependant, Gobkichi a une meilleure idée et défie Gobru en duel pour tester leur nouvelle force. Les deux gobelins s'assènent des coups de poing de toute leur force. Mais Gobru prend le dessus, semblant avoir un avantage en termes de puissance, alors qu'un loup rugit au loin. Gobru sent le danger et demande à Gobmi d'aller chercher l'arbalète qu'ils ont fabriquée l'autre jour. On découvre qu'une meute de loups chasse des lapins sauvages dans les environs et qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont même jusqu'à dévorer de nombreux orques sur leur passage. Cependant, Gobru ne se sent pas menacé par les loups. Au contraire, il décide d'en faire sa prochaine cible pour tester à quel point il est devenu fort du jour au lendemain, demandant à Gobmi d'utiliser l'arbalète pour abattre le chef de la meute. Gobru parvient à attirer les loups vers lui et Gobkichi, et il élimine chacun des loups l'un après l'autre grâce à un travail d'équipe parfait. Après quelques minutes, les deux frères parviennent à abattre tous les loups sans une égratignure. Le chef de la meute se relève avec la détermination inébranlable d'abattre celui qui a tué tous ses frères. Mais comme ce n'est pas un personnage principal, il n'a aucune chance contre Gobru, qui le dévore et acquiert une fois de plus un tas de compétences, y compris les chefs militaires. Ensuite, Gobru ramène tous les loups morts à la tanière, où il ordonne strictement aux autres gobelins de chasser le même nombre de monstres que ce qu'il tue à lui seul en une journée, pour s'assurer qu'ils ne continuent pas à se la couler douce. Mais comme aucun d'eux ne possède de compétences de chasse, il supplie Gobru de leur apprendre à se battre comme lui. Après quelques supplications, Gobru décide d'enseigner à tout le monde comment chasser et fabriquer des armes, gagnant ainsi leur soutien total et devenant instantanément le chef de tous les gobelins. Après quelques jours d'entraînement de base, tous les gobelins sont devenus modérément entraînés. Mais surtout, Gobmi se transforme en une belle jeune femme prête à être cuisinée par le seigneur Racelord Gobru. C'est tout pour cette vidéo. Le héros de cette histoire sacrifie sa propre vie pour le bien de son peuple et fait une requête sincère à la déesse au moment de sa réincarnation, ce qui la fait pleurer, avec une des larmes de la déesse tombant dans les mains du héros. Ce dernier se réincarne en un snob aux cheveux bleus et immensément riche nommé Alan. 15 ans se sont écoulés depuis que le héros mène la vie du fils aîné d'un duc. Et comme tout prince noble, Alan a passé sa vie à ne rien faire. Le frère cadet d'Alan dans cette vie l'appelle, lui disant que leur père attend leur présence en bas. Alors, Alan se dépêche de se préparer pour descendre avec son frère, sans poser de questions. Et en descendant, il entend beaucoup de choses sur lui-même de la part de son jeune frère, comme le fait qu'il soit un déchet asocial qui ne sort jamais et passe toujours ses journées au lit, vivant confortablement. Brett, le frère d'Alan, ne cesse de se plaindre de combien il déteste son frère aîné incompétent et exprime son désir d'avoir été l'enfant unique né de ses riches parents. Eh bien, quelqu'un dégage des vibrations de méchant en devenir avec ses espoirs de récupérer tous les biens de la famille. Quoi qu'il en soit, Brett se met à rire comme un maniaque tout d'un coup, indiquant que quelque chose de sinistre est sur le point de se produire. Sans surprise, le père d'Alan, Craig, qui est le duc de la maison Westfeld, convoque Alan et le traite de parfait incapable parce qu'il n'a pas réussi à progresser en 15 ans, ce qui déshonore leur famille presque royale. Craig mentionne également à quel point les statistiques d'Alan sont faibles et ordinaires. Et non seulement cela,
mais comme un bébé braillard d'un anime impopulaire et surestimé. Alan semble n'avoir aucun don. Apparemment, chaque adolescent dans ce monde reçoit une bénédiction des dieux, et parce qu'Alan n'en a reçu aucune, il a causé une honte sans précédent à son père. En raison de son incompétence, Craig hésite à le qualifier de simple déception pour la famille et décide donc de le chasser de la maison, le dépouillant de son statut de noble. Avec cet ordre, Alan est expulsé de sa noble famille, mais cela ne le contrarie pas. Au contraire, il exprime sa joie car il se considère enfin libre. Alan remercie d'abord sa chance de ne pas être resté coincé trop longtemps avec cette famille toxique. Puis il décide de commencer à chercher la paix qu'il désirait tant dans sa vie antérieure, lorsqu'il était un héros agité. Et en conséquence, il commence à suivre un beau papillon vers l'endroit où il vole. Peu après, il se retrouve aux abords du duché de son ex-père et décide de se diriger vers la zone frontalière du territoire. Alors qu'il continue à marcher vers l'inconnu, il se retrouve à pêcher au bord d'une rivière pour se nourrir, espérant pouvoir vivre une vie simple et ordinaire comme un roturier. Après avoir marché quelques kilomètres, Alan aperçoit au loin, depuis un petit sommet montagneux, qu'une jeune femme chevalier est harcelée par une bête démoniaque régénérative. La chevalière, nommée Béatrice, se retrouve dans une situation désespérée car, peu importe le nombre de fois qu'elle tranche les bêtes démoniaques, elle se régénère en un seul morceau. Béatrice révèle qu'elle était en route avec la princesse Lise pour l'escorter lorsque ces mystérieuses bêtes ont soudainement attaqué leur carrosse. Puisqu'il est du devoir d'un chevalier de protéger les faibles du mal, Béatrice décide de se sacrifier afin de sauver la princesse Lise et lui demande de s'enfuir pour sauver sa vie tant qu'elle le peut. Lee ne veut pas être cette garce sans cœur qui abandonnera les autres à la mort. Mais Béatrice lui rappelle combien sa vie est importante comparée à celle d'une simple chevalière. Une femme chevalier, cela va sans dire. Pendant ce temps, Alan observe la bataille de loin. Et en regardant de plus près, grâce à ses pouvoirs magiques qu'il ne devrait pas avoir puisqu'il est niveau 1 selon son père, il comprend que la personne attaquée par ces bêtes démoniaques est la première princesse de ce royaume. Lise, Alan, qui connaît déjà Lise, constate que, comme lui dans cette vie, elle aussi a été négligée par son entourage, car tous la considèrent comme un échec. Pour empirer les choses, ils ont même osé la comparer à Alan. Lee a toujours toléré les critiques à son égard. Mais quand ils se sont moqués d'Alan, elle a riposté car elle a toujours considéré Alan comme un homme digne d'éloge, pour une raison quelconque. Alors, pour remercier Lise de sa gentillesse envers lui, Alan décide d'utiliser un peu de ses pouvoirs pour une fois, révélant qu'il possède toujours tous les pouvoirs que les dieux lui ont offerts dans sa vie antérieure de héros. Mais avant qu'il ne puisse atteindre les deux jeunes filles, une des bêtes démoniaques frappe Béatrice de plein fouet et la met à terre. À ce moment précis, Alan charge sa vitesse de l'éclair, pas copiée sur Flash, et se téléporte littéralement devant Lise, qui a accepté sa mort imminente. Heureusement pour elle, Alan terrasse rapidement toutes les bêtes démoniaques d'un seul coup en attaquant leur noyau de mana, sauvant ainsi la situation. Il ne s'arrête pas là dans sa démonstration de pouvoir divin, et il sauve Béatrice de la mort en utilisant sa magie de lumière curative sur elle, restaurant son corps blessé en un clin d'œil. Lee demande à Alan quel type de sorcellerie il utilise, mais comme il ne peut pas simplement leur dire qu'il utilise juste les pouvoirs qu'il a hérités de sa vie antérieure, il prétend que c'est la bénédiction qu'il a reçue des dieux récemment. Les deux jeunes filles croient à son mensonge et passent au sujet principal, expliquant ce qu'elles font dans les terres frontalières. Apparemment, Lee a reçu une révélation divine il y a quelques jours, et obéissant à cette révélation, elle se rendait dans un village nommé Clum dans ces terres frontalières. Comme Alan n'a rien de mieux à faire parce qu'il est maintenant un clochard sans famille, il décide d'aller au village où les deux jeunes filles se rendent et de réparer leur chariot en utilisant sa magie de lumière curative. En chemin, il raconte à Alice à quel point son père Craig l'a maltraité, et en entendant sa triste histoire, elle compatit avec lui. 3 heures plus tard, ils atteignent le village de Clum, qu'ils trouvent étrangement silencieux. Béatrice remarque que, bien qu'il y ait tant de maisons dans le village, aucune porte n'est ouverte, ce qui lui fait penser que plus personne n'y vit. Lee suppose que les mystérieux monstres des terres frontalières ont dû attaquer les villageois et causer la ruine du village. Cependant, Alan ne le croit pas, car il affirme n'avoir ressenti aucune présence de monstres lorsqu'il a scanné les environs avec sa magie de détection de présence. Le groupe finit par trouver un rassemblement de villageois devant une maison à l'autre bout du village.
où un vieil homme met à la porte une fille plus plate que le cerveau des platistes. En regardant de plus près, la fille nommée Akira, qui n'a clairement pas de melon et ne devrait donc pas être considérée comme une femme. Lee la reconnaît immédiatement comme la lumière dont on lui a parlé dans la révélation. Akira ne reconnaît pas Lys. Alors Lys lui rappelle le jour où elles se sont rencontrées à la capitale royale et se sont si bien connues qu'elles ont même partagé des repas ensemble. Akira s'excuse d'avoir oublié qui est Lys et se réconcilie avec elle, lui promettant qu'elle n'oubliera plus son existence. Alan demande à Lys ce qu'elle voulait dire tout à l'heure quand elle a affirmé qu'Akira est la lumière. Pour expliquer, Béatrice commence par parler à Alan de la bénédiction spéciale appelée Braver, qui confère à son utilisateur la puissance de 1000 guerriers, faisant de lui un héros, Akira étant la seule à posséder ce don. Elle est l'héroïne de cette génération. Lee, qui a eu une révélation lui conseillant de devenir un guide pour la lumière et de s'éloigner clairement des ténèbres, a interprété le message comme signifiant qu'elle devait être aux côtés de l'héroïne du monde, expliquant ainsi ce qu'elle faisait dans les terres frontalières. Le groupe se réunit dans un bar voisin pour déjeuner, où l'héroïne Akira leur parle de sa mission actuelle, ici tuer un dragon. Selon son récit, alors qu'Akira passait sur la route près de ce village, elle a croisé une petite fille effrayée qui l'a supplié de l'aider, lui disant que les villageois l'emmenaient de force au dragon en sacrifice. Alors, pour enquêter plus en profondeur, Akira est venue ici pour parler au vieux chef du village, mais elle a été chassée de sa maison et a rencontré le groupe d'Alan. Alan réalise instantanément que les villageois doivent essayer d'offrir la petite fille en sacrifice au dragon afin de recevoir sa protection. Il réalise également que les villageois recourent à quelque chose de très inhumain, juste pour se protéger des monstres. Pourtant, il empêche Akira de tuer le dragon, car cela ne ferait qu'attirer davantage d'ennuis aux villageois. Malgré tout, Akira choisit d'aider la fillette au lieu de plaire aux villageois sans cœur et se met en route pour accomplir sa tâche. Liz et Béatrice décident également d'aider Akira à atteindre son objectif. Alors Alan décide de les accompagner aussi, car, comme je l'ai dit précédemment, il n'a rien de mieux à faire dans sa vie ennuyeuse. Il l'explique mieux lui-même, en déclarant qu'il ne peut vivre en paix en sachant que ses précieux amis sont en danger. En un rien de temps, le groupe atteint la montagne où le dragon est censé résider. Mais avant de partir au combat, Akira les arrête pour établir un plan stratégique. Elle s'assoit par terre, incitant les autres à proposer des idées qui les aideront à vaincre le dragon. Elle présente à chacun sa propre idée, disant qu'elle se dirigera vers le sommet de la montagne en empruntant la route principale, tandis que les 3 autres contourneront par l'arrière pour prendre le dragon par surprise. Alan propose d'être en première ligne avec Akira, car il sait qu'il est beaucoup plus fort qu'elle. Cependant, Akira refuse cette idée car elle sait qu'Alan va juste faire tout le travail en solo et s'approprier tout le plaisir. Alan ne comprend pas comment elle a pu si bien le cerner alors qu'ils ne se connaissent même pas depuis un jour. Alors, Akira explique qu'elle peut sentir une aura émanant de lui qui n'est pas celle d'une personne ordinaire. Face au silence d'Alan, Akira confirme qu'il cache ses pouvoirs. Par conséquent, elle s'enthousiasme et lui demande de faire un combat d'entraînement avec elle une fois qu'ils auront vaincu le dragon. Conformément au plan initial d'Akira, ils lancent leur opération. Akira prend congé en premier avec un immense sourire, dégageant l'impression qu'elle sera capable de vaincre le dragon toute seule. De leur côté, Alan, Liz et Béatrice se frèrent leur propre chemin vers le sommet de la montagne en escaladant de lourds rochers et en s'assurant que le dragon ne se rende pas compte de leur présence. Pendant qu'Akira affronte le dragon géant rouge, Alan comprend que les villageois ont dû être forcés par son père, Craig, le duc de Westfeld, à sacrifier leurs enfants. Alan suppose que le duc emprunte les pouvoirs de ce puissant dragon en lui offrant des sacrifices humains. Et c'est pourquoi les chevaliers royaux du royaume n'ont pas encore maîtrisé une bête aussi dangereuse. Akira commence le combat en utilisant un sort de foudre brutale sur le dragon, qui ne parvient pas à l'égratigner, lui faisant réaliser que vaincre le dragon ne sera pas une tâche facile. De plus, elle découvre également la petite fille qu'elle a sauvée plus tôt allongée à proximité, lui faisant réaliser que c'était un stratagème cruel du dragon depuis le début pour attirer une proie forte avec laquelle jouer. Cependant, le dragon est déçu de voir à quel point l'héroïne Akira est faible et trouve risible qu'une faible comme elle soit considérée comme une héroïne de ce monde. Akira accepte sa mort en reconnaissant l'énorme écart de force entre eux, mais Alan ne la laisse pas mourir aux mains du dragon mal dessiné, l'abattant d'un simple coup, montrant à quel point c'est facile pour lui
Utilisant sa compétence ultime, la fin du monde, Alan charge vers le dragon, qui est censé être l'être le plus proche de Dieu, et transperce son noyau de mana, mettant fin immédiatement à sa vie immortelle. Alors que leur bataille se termine, la lame émoussée d'Alan se brise, tout comme le rêve de vivre une vie paisible. Mais il l'accepte pour l'instant parce qu'il a maintenant des amis qui se soucient de lui, pas seulement à cause de sa force. C'est tout pour cette vidéo. Si ce récapitulatif vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions vous proposer les prochains épisodes de cette passionnante série animée fantastique. À la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous.